La pandémie n'est évidemment pas une fake news. Je ne nie pas le virus, la souffrance des patients, l'angoisse de leurs proches, le dévouement du personnel soignant. Un de mes meilleurs amis est resté une semaine aux soins intensifs et j'ai eu peur pour lui. Mais toute cette détresse ne doit pas faire oublier les manipulations, les opportunismes, le business. 24 juillet. J'assiste à une conférence de presse organisée par Cienzano. Ce jour-là, il y a peu de journalistes dans la salle. Le pic de l'épidémie est passé. Le public commence à se lasser des informations liées au coronavirus. Goedemorgen, bonjour à tous. Je dois malheureusement vous faire part d'une triste nouvelle aujourd'hui. Un enfant de 3 ans est décédé des suites d'une infection au Covid-19. En espérant que cette triste nouvelle nous serve de prise de conscience. Quelques minutes plus tard, l'info est relayée par les médias. Les gros titres sont sans nuance. J'ai rencontré le papa de cet enfant sur son lieu de travail. Quand j'ai vu les médias dire que l'enfant était décédé du Covid, je n'ai pas accepté. C'est le Covid qui l'a accompagné, mais à la base, elle était déjà atteinte d'une maladie neuromusculaire. Elle avait déjà des problèmes de respiration et tout ce qui s'ensuit. Et le Covid est venu accompagner. Et je n'étais pas d'accord parce que les médias ont dit que c'est Covid. C'est pour effrayer toute une population. Si je n'étais pas le papa de cet enfant, que j'aurais entendu ça dans les médias, j'aurais été effrayé. Effectivement, vous entendez un enfant de 3 ans et demi qui décède du coronavirus, c'est vrai que ça fait peur. Mais quand vous savez ce qui s'est passé auparavant, l'état de l'enfant, c'est pas logique qu'on vous mette ça dans les médias comme ça. Avant le Covid, elle a eu une thrombose pour un enfant de 3 ans et demi. Comme je dis toujours, elle était faible, c'est vrai, mais elle nous a donné beaucoup de joie avec sa maladie. Et la perte pour nous, ça a été une très très grande perte. J'ai de plus en plus l'impression que toute cette communication a pour objectif de maintenir la peur. Je ne suis pas le seul à le penser. J'ai rencontré le docteur Pascal Sacré, intensiviste au Grand Hôpital de Charleroi. Il a suivi une formation universitaire sur les états de conscience et l'hypnose. Moi, je dirais, et là encore, c'est le médecin qui parle, ces états de stress dans lesquels on maintient la population sont capables d'engendrer, encore une fois, source à l'appui, plus de problèmes de santé ou aggraver des problèmes de santé que le Covid. Le système immunitaire en particulier est très sensible à la peur. Et je dirais même que s'ajoute, et là c'est un autre élément qui m'a vraiment tétanisé et fait vraiment réaliser que là il se passe quelque chose, c'est que cette peur, on peut en reparler, est associée à une inhibition de l'action. Ça c'est un phénomène psychologique qui a été mis en évidence par Pavlov et Henri Laborie. Ils ont fait des expériences avec des rats par exemple. On sait que quand on prend quelqu'un et qu'on le stresse, celui qui va s'en sortir, c'est celui qui sait agir sur ce stress. Donc soit passer dans une autre cage, soit même, si on met 2 rats, agresser l'autre rat. Tant qu'il sait faire quelque chose, il va s'en sortir et survivre. Si on empêche aux gens de faire quelque chose, et qu'est-ce qu'on a fait? On les a confinés, on leur a empêché d'agir par rapport à ça. Attendez. C'est une inhibition de l'action. Donc à cette peur s'associe la pire chose qu'on peut associer à la peur, c'est l'inhibition de l'action. Ça, tous les psychologues, psychopathologues vont vous le dire. Quand quelqu'un a peur, il est capable d'accepter tout et n'importe quoi. « 16 août, c'est l'été, il fait beau, l'air circule. Le virus aussi, nous dit-on. Pour s'en protéger et protéger les autres, le port du masque est recommandé, même en extérieur. En mars, en pleine épidémie, le porte-parole Emmanuel André affirmait que le masque n'était pas nécessaire. En juin, alors que les contaminations faiblissent, il le juge d'une nécessité absolue. Ces contradictions donnent des arguments à celles et ceux qui considèrent que le masque porte atteinte aux libertés individuelles. Ils organisent les premières manifestations hostiles aux mesures gouvernementales.
Les journalistes présents sur place découvrent une véritable défiance à l'égard des médias, accusés de ne relayer que le discours officiel. Pour Radio France Internationale, la manifestation belge était un rassemblement de complotistes. Le 29 août, une manifestation d'une autre ampleur se tient à Berlin. Les organisateurs estiment qu'ils sont plus d'1 million. L'événement culmine avec le discours de Robert Kennedy Jr. Cette grande figure des anti-vaccins, en bon démagogue, reprendra la phrase historique de son oncle John Fitzgerald Kennedy. Qui sont exactement ces manifestants anti-masques? Au vu des images, on a l'impression qu'il y a des profils vraiment très différents. Des anti-vaccins, des skinheads, des chrétiens évangélistes. Et on peut voir flotter les uns à côté des autres des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, des drapeaux noirs, rouges et blancs. En Belgique, aucun JT ne mentionnera Kennedy, un nom qui fait pourtant de l'audimat. J'ai demandé au correspondant de la RTBF pourquoi il avait passé sous silence sa présence. Réponse: Kennedy est venu à Berlin pour lancer son ONG anti-vaccin. D'un point de vue déontologique, je n'ai pas à relayer une campagne promotionnelle. Pas de publicité pour les anti-vaccins, soit, mais de là à faire du placement produit en plein JT. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca reprend ses essais cliniques au Royaume-Uni et au Brésil. On vous parlait hier du géant américain Pfizer qui annonce que son futur vaccin, toujours en test, est efficace à 90%. La production est lancée. À l'intérieur de ces bâtiments, ils viennent peut-être de trouver la formule miracle pour combattre le coronavirus. La découverte d'un vaccin,